Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres ce samedi soir sur RTI 1. C'est la fin de la mission à Abidjan de la délégation du Grand Est de France. Le vice-président de Côte d'Ivoire a pris part à la cérémonie de restitution des travaux. Cette mission à Abidjan depuis le 6 novembre dernier enregistre de belles perspectives de coopération. Plus de 18 000 milliards de francs de transactions signées au cours de la première édition de l'Africa Investment Forum. Le forum sur le développement en Afrique, plateforme d'échange et de mise en relation d'affaires, ambitionne servir de tremplin pour les investissements en Afrique. Plusieurs contrats de partenariat public-privé ont été signés. Le salon des infrastructures d'Abidjan, 3e édition, s'est refermé ce samedi. Plus de 5 000 visiteurs et une centaine d'exposants en 3 jours, contre 3 000 visiteurs et 60 exposants pour l'édition précédente. Il y a été question de penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents. De 2012 à 2018, le nombre de grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire est passé de 5 076 à 3 374, des chiffres loin de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale remobilise la communauté scolaire autour de cette lutte importante. Nous sommes aujourd'hui samedi et pour la page culture de ce 20h, nous sommes avec un grand nom de la littérature africaine, Emmanuel Dongala, écrivain congolais très engagé, auteur de nombreuses œuvres, des romans, théâtres et recueils de nouvelles, au nombre desquels Jazz et Vin de Palme, recueil de 8 nouvelles dont nous allons parler ce soir. Emmanuel Dongala y fait un voyage au cœur des différentes facettes de la politique, de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Emmanuel Dongala, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Moi merci aussi, d'être merci. là. Alors, nous allons vous retrouver dans une trentaine de minutes. On s'intéresse tout de suite à la coopération ivoiro-française. Le vice-président de Côte d'Ivoire a pris part à la cérémonie de restitution des travaux de la délégation du Grand Est de France. Cette mission est à Abidjan depuis le 6 novembre dernier et elle repart avec dans ses valises de belles perspectives de coopération. Alexis Ouedraogo. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, place aux restitutions des échanges et travaux de la délégation du Grand Est de France. Au pupitre de l'auditorium de la primature, Christine Bertrand salue le point établi et consolidé entre les deux pays. Le MEDEF Meurthe-et-Moselle et le MEDEF Grand Est, la maison de l'entreprise, est à disposition des chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire. La qualité des échanges que nous avons eus ces 3 derniers jours montre encore une fois que nous avons de belles actions à mener ensemble. À sa suite, Laurent Bion, président du World Trade Center, salue aussi l'énergie ivoirienne durant les travaux et les perspectives heureuses du continent. Il propose 2 actions concrètes. La première, c'est de travailler sur un axe international, France, Grand Est, voire européen, en proposant d'étudier la possibilité de créer un World Trade Center ici, à Abidjan. Et j'aimerais, toujours dans le souci d'être très concret, vous apporter ma contribution en travaillant sur un projet de formation d'une école de soudure pour que la Côte d'Ivoire puisse aussi renforcer ses bases autour de l'industrie. Hôte, chef de délégation, n'a pas manqué, lui, de se réjouir de la mise en route de cette coopération qui doit soutenir une action plus globale, une action régionale. Nous étions engagés à pouvoir venir vous voir et je suis heureux que ça ait pu se faire aussi rapidement, que nous ayons pu, finalement, à travers ces moments d'échange, ébaucher de nouvelles perspectives de développement, de coopération entre nos pays, bien évidemment, entre la région du Grand Est et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle se veut ambitieuse. À l'heure où le continent compte à peine 3% du commerce mondial, le vice-président se veut optimiste. La Côte d'Ivoire doit être une sorte de hub pour l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Donc je suis certain qu'avec les gens du Grand Est, la fondation est faite. Dans 1 an, 2 ans maximum, je suis certain que les premières inaugurations vont commencer à sortir. La délégation a remercié la Côte d'Ivoire pour les beaux jours à venir.
Cette mission du Grand Est de France va permettre la réalisation de projets de développement en Côte d'Ivoire. C'est aussi le cas pour l'Africa Investment Forum. La première édition de cette plateforme d'échange et de mise en relation d'affaires s'est refermée hier à Johannesburg. Plus de 18 000 milliards de francs de transactions ont été signés dans des contrats de partenariat public-privé. Jean-Luc Mangbo. Ce sont au total 45 marchés d'une valeur de 32 milliards de dollars, soit plus de 18 000 milliards de francs CFA, qui ont été conclus durant ces 3 jours du forum sur les investissements en Afrique. Des marchés signés principalement dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, le transport et les infrastructures. Un bilan qui va largement au-delà des attentes, selon le président de la Banque africaine de développement, principal initiateur de ce forum. Ici, dans notre continent, c'est une marque de confiance qui profite à notre continent. Commercialiser l'Afrique, développer la marque africaine tout en étant réaliste, mais en focalisant nos efforts et notre attention sur la manière de transmettre les messages concernant l'Afrique. À l'instar des délégations qui sont venues des 4 coins du continent, la Côte d'Ivoire a présenté des projets dont la réalisation devrait contribuer à satisfaire les besoins en infrastructures et en développement du pays. Tous ces projets que j'ai vus entrent dans les priorités de la banque. Éclairer l'Afrique, nous avons des projets dans l'énergie. Nourrir l'Afrique, nous avons des projets au niveau du PENIA que monsieur le ministre Sangafoua a présenté. Et intégrer l'Afrique, il y a les projets d'interconnexion électrique, il y a les projets routiers. Tout cela, pour nous, entre parfaitement dans les 5 priorités de la Banque africaine de développement. Au-delà des intentions de financement et des contrats conclus, les participants à cette rencontre se sont surtout satisfaits de cette volonté de combler le fossé entre le capital disponible et les nombreux projets bancables sur le continent. Le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD veut faire bouger les lignes en faveur de la transformation de l'ANACAD. La Côte d'Ivoire, premier producteur et premier exportateur mondial de cajou, transforme moins de 10% de sa production. Noël Niagno. Palais de la culture de Treichville, devenu palais pour 72 heures du marché d'Afrique des équipements et technologies de transformation de l'ANACAD, CIETA 2018. Producteurs, investisseurs, chercheurs financiers, partenaires au développement et autres acteurs de la filière cajou de Côte d'Ivoire, d'ailleurs en Afrique et surtout d'Asie, sont à nouveau à Abidjan. Au cœur de la rencontre, une préoccupation, faire de la transformation de l'ANACAD une mine d'opportunités pour la jeunesse africaine. La mine d'opportunités commence par les produits dérivés du cajou. Nous avons 9 produits dérivés à base de pommes de cajou. Le premier, c'est le jus de pomme de cajou qui est très riche en vitamine C. Le deuxième, c'est le vin de pomme de cajou. Le troisième, le vinaigre. Le quatrième, l'alcool. Le cinquième, la liqueur. Le sixième, vous avez la confiture. Le septième, vous avez la farine qu'on prend pour faire les biscuits. Et enfin, le neuvième, c'est le semi-confit de pommes de cajou. À cette diversité de produits dérivés correspondent des équipements. Pour le jus, on a besoin d'une presse pour presser. Pour l'alcool, on a besoin d'un distillateur. Et pour la confiture, on a besoin d'une marmite industrielle pour pouvoir cuire la pomme de cajou. Ce sont les machines de la faim. Vous avez cette machine qui est un classificateur. La machine qui suit, c'est une ensacheuse sous vide. Pour celles qui font du local, vous avez cette machine qui est une assaisonneuse. On peut faire tout ce qu'on imagine, même qu'on n'imagine pas. Il suffit d'être un peu inventif. Avec l'ANACAD, c'est vraiment une mine d'opportunités. Toutes ces gammes d'équipements peuvent être fabriquées localement et à moindre coût. Le coût d'investissement pour pouvoir avoir une unité de valorisation de la pomme de cajou, c'est-à-dire du jus jusqu'à l'alcool, on peut avoir ça à 2,5 millions de francs CFA. Mieux, ces équipements épousent les réalités énergétiques locales. En Côte d'Ivoire, nous avons conçu des machines qui tiennent compte des consommables des énergies, alors que lorsqu'on importe des équipements asiatiques, les coûts d'énergie sont un peu différents, qui fait que les usines qui sont là, vraiment, les coûts de production sont élevés quand on est à la concurrence. Mais à Sotic, on a des machines solides et avec des coûts de production assez faibles parce qu'on tient compte de cela en termes de maintenance, en termes vraiment d'énergie à consommer pour les machines. La réduction de la pénibilité des activités de ramassage des produits est à inscrire sur le tableau des opportunités sans oublier la recherche. Tout en sélectionnant des clones aux producteurs, nous regardons la qualité et nous combinons les 2 critères, production et qualité de la noix. Donc nous avons actuellement des clones qui aujourd'hui ont un taux d'amande très élevé, entre 25 et 31%.
taux d'amende. Or, ce qui est admis sur le marché international, c'est au moins 20%. Et nous, on a déjà 25 à 32. Donc, on coupe et la production ainsi que la qualité de la noix. Au total, on peut affirmer que les concepteurs du CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, ont tapé dans le mille avec le thème de l'édition 2018. Pour coller à leur vision, ils sont 17 équipementiers nationaux contre 3 venus de l'extérieur. Le gouvernement ivoirien encourage donc les opérateurs économiques à investir dans la transformation. Des producteurs de la filière ANACAD ont visité des installations techniques de Silagri, une société de transformation de noix de cajou à Boussanego. Les producteurs ont pu toucher du doigt tout le processus de transformation qui part du calibrage de noix à l'emballage en passant par la cuisson, le refroidissement, le décortiquage, la séparation, le séchage, le dépelliculage, le triage et la classification. Un processus soutenu par un dispositif technologique de dernière génération. L'usine va apporter beaucoup de plus-value. D'abord, l'utilisation sur place, il y a la main-d'œuvre, il y a la jeunesse de nos enfants qui doivent travailler. Et puis il y a nos produits qui seront directement pris par les usines. On n'aura plus besoin de tracasseries de la situation de mes ventes. Nous remercions quand même ces usiniers. Nous voudrions encore encourager d'autres personnes encore à s'installer. 100 000 tonnes sur presque 800 000 tonnes. Il y a encore beaucoup à faire. Si on peut au moins transformer 300 000 tonnes, au moins c'est encore bon. Plusieurs opérateurs financiers, des représentants du Conseil africain de l'ANACAD et des partenaires institutionnels ont visité cette usine qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Após a visita à fábrica, La visite est très impressionnante parce qu'avec même les machines, c'est du jamais vu en Afrique. Et c'est pourquoi je suis très contente de la visite et j'ai vraiment une idée de ce que l'Afrique peut aussi faire. Et ce n'est pas seulement attendre des autres. Vraiment, il y a du potentiel aussi en Afrique. Quand on voit un tel investissement qui est fait avec un promoteur ivoirien, ça donne beaucoup d'espoir quant à la capacité de nos pays à transformer eux-mêmes nos produits. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de chocs sur les marchés étrangers. Et quand il y a ces chocs, c'est un peu difficile pour nos pays africains. Mais tant qu'on sera capable de transformer nous-mêmes les produits, ça donne plus de valeur ajoutée et ça permet de rassurer un peu plus nos producteurs qui travaillent dans le domaine du cajou. En plus de ces installations, cette usine de transformation mise sur une politique commerciale attractive. Nous pouvons produire 14 conteneurs de 16 tonnes par jour, avec des garanties de traçabilité, des garanties de qualité et de respect des normes. En tête de la production mondiale, avec 711 000 tonnes annuelles, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, a initié une politique d'incitation des acteurs économiques privés à investir dans la transformation des produits agricoles, notamment l'ANACAD, bâtie sur 18 000 m². Coût total de l'investissement, 34 milliards de francs CFA et 2000 emplois créés. La transformation de l'ANACAD donc au cœur de ce CIETA et dans le même temps notre salon met en lumière les infrastructures, le 3e salon des infrastructures d'Abidjan. 4 grands secteurs, les routes, les télécommunications et TIC, les réseaux électriques d'eau potable et d'assainissement pour penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents. Plus de 5000 visiteurs et une centaine d'exposants. Francis Boifo. La 3e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan CIA s'est voulu un espace d'échange et d'information. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est que par le passé en Côte d'Ivoire, on faisait le coffrage avec du bois. Et désormais, j'ai découvert qu'il est possible de faire la finition des maisons ici en Côte d'Ivoire avec des types de briques préfabriquées déjà. Vous avez par exemple, vous vous retrouvez dans une zone marécageuse ou bien humide. Vous ne pouvez pas utiliser le ciment ordinaire que nous appelons CPJ 32.5, mais au contraire, vous avez à utiliser le CHF qui est un ciment laitier, qui est un ciment adapté au milieu humide et agressif. 5000 visiteurs enregistrés cette année contre 3000 l'édition précédente, soit une augmentation de 30% du taux de visite. Concernant les exposants, on dénombre une centaine de structures, dont des petites et moyennes entreprises PME. C'est un succès pour nous parce que la plupart des visiteurs qui sont passés ne connaissaient pas l'entreprise. Donc on a pu atteindre notre cible
savoir, de nous faire connaître. Le SIA 2018 a été pour certains opérateurs économiques une opportunité de signer des conventions et pour d'autres de renforcer leur partenariat. Nous faisons 3 métiers, des équipements pour les télécoms, des batteries et des équipements pour l'éclairage public. Nous avons décidé ensemble de nous implanter par une joint venture en Côte d'Ivoire, de créer sur place une usine pour y déployer nos produits et grâce au savoir-faire technologique et immobilier d'Alain, de développer cette activité en Côte d'Ivoire. Objectif atteint, affirme le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, organisateur du salon, au regard des retombées. J'ai été très heureux de constater que certains des fournisseurs d'équipements ont fait des démonstrations de simulateurs de conduite d'équipement. C'est une innovation particulière. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'aller sur le terrain pour apprendre de plus en plus. Avec les éléments dont nous disposons en Côte d'Ivoire, des personnes peuvent être formées en bureau climatisé à l'utilisation de nos équipements. La prochaine édition est prévue pour 2020. Dans le secteur de la santé, après 5 jours d'arrêt de travail, le mouvement de grève des agents du secteur public est suspendu pour 2 semaines. La coordination des syndicats de santé a annoncé poursuivre les négociations avec le gouvernement à l'issue d'une assemblée générale. Nous Sangaré et Issaéo. Après 5 jours d'arrêt de travail, la coordination des syndicats de la santé lève son mot d'ordre des grèves pour 2 semaines. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale qui a vu la participation des délégués syndicaux venus de toutes les régions du pays. Nous mettons en profit ces 2 semaines pour la reprise du dialogue avec les autorités, tel que nous avons entendu l'appel de notre ministre, l'appel du ministre de la fonction publique à reprendre le dialogue. Nous accédons à cet appel. Le service reprend donc dans les formations sanitaires publiques à partir de ce dimanche 11 novembre. Nous garantissons cela et nous donnons l'assurance à toute la population qu'elle pourra bénéficier des prestations de soins offertes par l'ensemble des personnels de la santé. Une autre assemblée générale est prévue le 24 novembre prochain. Cette assemblée générale permettra de faire le point de la situation des semaines de négociation et de donner une nouvelle orientation aux différentes revendications. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu ce samedi aux urgences médicales des CHU de Cocody et aussi de Trècheville. Il a tenu à apporter son soutien au personnel de santé et aux malades présents. Chris Diomondé, Franck Quadio. Après 5 jours de grève de la plateforme des 12 syndicats de santé dénommés Cordi Santé, les centres de santé hospitaliers et universitaires de Cocody et celui de Trècheville sont visités par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Eugène Aka Awele est allé s'imprégner des réalités des services d'urgence, des urgences médicales aux urgences chirurgicales en passant par la pédiatrie. Le ministre a échangé avec le personnel de santé et les patients afin d'apporter le soutien du gouvernement. Le droit à la santé, c'est le droit le plus important. Et pour dire aux malades que dans la difficulté, nous sommes avec eux. Ce sont nos parents. Pour dire que nous ne sommes pas différents de ceux qui souffrent ici et que nous comprenons leurs problèmes. Il ne s'agit pas de croire que c'est le gouvernement ou l'État qui ne fait rien, c'est pour ça qu'ils souffrent. Chacun de nous doit assumer sa part de responsabilité. Le ministre de la Santé rassure. Des mesures sont prises pour sécuriser les locaux et protéger les malades. Le président de la République et le Premier ministre se sont engagés à faire en sorte que les Ivoiriens bénéficient de soins de qualité. La tutelle indiquait que le gouvernement est ouvert au dialogue. Sur place, dans nos hôpitaux, le personnel de santé enregistre chaque année de nombreux cas de grossesse de jeunes filles encore sur les bancs. De 2012 à 2018, le nombre de grossesses en milieu scolaire est passé de 5076 à 3374. Le ministère de l'Éducation nationale remobilise donc la communauté scolaire autour de la lutte contre les grossesses des adolescentes en milieu scolaire. Assita Diaby et Franck Quadio. Plus de 3000 adolescentes scolarisées tombent enceintes chaque année en Côte d'Ivoire. C'est le bilan des 4 années de campagne présenté par le secrétariat technique de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS. Selon ces chiffres, de 2012 à 2018, on note 5076 cas, on est passé à 3374 cas.
La majorité de la communauté pensait que c'était les enseignants qui étaient responsables, mais nos chiffres ont montré que plus de 40% des auteurs des grossesses étaient des élèves. Des chiffres qui alarment toutefois les acteurs du secteur de l'éducation nationale. Une stratégie de remobilisation nationale est donc prévue par la DEMOS pour réduire les cas de grossesse des adolescentes en cours de scolarité. Il s'agit donc de stratégies de sensibilisation de proximité au bénéfice donc des adolescents et des adolescentes. Les sensibilisations également à travers les techniques d'information et de communication avec la mise en place d'une ligne d'appel d'urgence gratuite, la ligne 107. Il y a eu également l'éducation sexuelle qui est dispensée dans toutes les classes par la DPFC depuis la classe de CE2 jusqu'en terminale. Cette action ne se limitera pas à la période de cours uniquement, mais aussi à celle des vacances, car les grossesses surviennent également à cette période. Bakayoko Véronique, représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a prodigué des conseils aux parents. Oui, chers parents, il vous faut redoubler de vigilance et occuper sainement vos enfants et particulièrement vos filles, car c'est de retour de repos scolaire que nous constatons la recrudescence des grossesses. Cette remobilisation va s'étendre aux autres directions de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'intérieur du pays dans les jours à venir pour une lutte efficace. Le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP a adopté un calendrier stratégique de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il ressort de 3 jours de travaux et va s'étaler sur les 4 prochaines années. Des détails dans ce reportage. Pour plus d'efficacité dans son fonctionnement, le Fonds de développement de la formation professionnelle veut se donner une nouvelle orientation. Dans le cadre de ces réformes, un plan stratégique pour la période 2018-2022 est élaboré en vue de recueillir différentes contributions pour son adoption. Un atelier est donc initié. Chers collaborateurs du FDFP, vous devez être fiers du travail de construction du futur désiré que vous avez abattu. Nos partenaires du secteur privé qui ont exprimé leur satisfaction quant au rôle accru qu'ils devront désormais jouer dans le développement des compétences au bénéfice de leur secteur d'activité, méritent nos encouragements à persévérer pour demeurer ensemble dans la voie de la collaboration. Pendant 3 jours, acteurs du domaine de la formation professionnelle ont échangé sur le projet du plan stratégique 2018-2022 concernant le Fonds de développement de la formation professionnelle. La nouvelle version du fonctionnement de la structure a donc été adoptée. Sur la route de l'émergence, le capital humain tient une place de choix. C'est avec des hommes et des femmes disposant de qualifications et de compétences professionnelles avérées, en capacité de travailler pour l'entreprise ou de produire pour eux-mêmes, que la création des richesses se fait et que la mutation de la société se fera dans le sens de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Le Fonds de développement de la formation professionnelle a été créé en 1991. Il a pour mission, entre autres, le financement des actions de formation continue destinées aux salariés des entreprises et le financement des projets collectifs de formation et de développement des capacités de la population active. Sur le plan politique, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a initié la formation des formateurs de l'école du parti qui eux aussi élaboreront des projets de formation à l'endroit des militants sur le territoire national et hors de la Côte d'Ivoire. L'UDPCI veut ainsi permettre à sa base de véritablement connaître les idéaux du parti. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Renforcer les capacités des cadres et responsables du parti sur les questions sociopolitiques, préparer les militants à répondre aux défis de la gouvernance politique et les former sur toute thématique utile et en accord avec les idéaux du parti. Ce sont entre autres les missions que s'est assignée l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, ce par le canal d'une formation des formateurs de l'école du parti. Nous allons aujourd'hui former donc les points focaux de l'école du parti dans nos secrétariats régionaux. Les secrétariats régionaux de l'UDPCI sont donc la représentation régionale du parti. Et après donc la formation de ces secrétaires régionaux-là, nous allons passer à la formation des militants de base sur le terrain.
C'est-à-dire qu'après aujourd'hui, des délégations vont aller donc à l'intérieur du pays, dans nos secrétariats régionaux, pour aller former donc des militants de base sur les idéaux de l'UDPCI, sur les idéaux de paix, sur les idéaux d'une Côte d'Ivoire qui avance. Quelle méthodologie de formation des militants de base de l'UDPCI face aux défis de 2020? C'est le thème de cette séance de formation. Les 37 secrétaires régionaux et autres cadres du parti qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire auront également pour rôle de recueillir les besoins des militants et de les remonter aux autorités. Dans le domaine militaire, la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine renforcent leur coopération. Pour accroître les capacités de l'armée de terre ivoirienne, la Chine a fait un don de matériel bureautique à hauteur de 7 millions de francs CFA. Abou Sanogo. En remettant ce lot de matériel, estimé à 7 millions de francs CFA, composé de 11 ordinateurs de bureau, 12 imprimantes multifonctions, de l'encre d'imprimante, des onduleurs, des antivirus, des bureaux, des fauteuils et chaises de bureau et des téléviseurs au général de brigade Kwame Undri Julien, chef d'état-major de l'armée de terre. L'ambassadeur de la République de Chine en Côte d'Ivoire a salué l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il s'est également félicité de l'action de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme avec sa participation à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a rappelé que l'action chinoise aux côtés des forces armées ivoiriennes n'est pas à ses débuts. La République de Chine espère, selon son diplomate, étendre son soutien à tout type de besoins des forces armées de Côte d'Ivoire qui devront concerner les entraînements, la capacité opérationnelle et les tâches quotidiennes des armées. En retour, le chef d'état-major de l'armée de terre a salué le geste chinois à sa juste valeur. Pour le général Kwame Undri Julien, ce matériel va renforcer leur capacité administrative et impacter la gestion des affaires de toute l'armée de terre qui occupe 80% des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire. La coopération militaire sino-ivoirienne va monter en puissance dans les prochains jours avec l'acquisition souhaitée de matériel roulant. L'Union africaine de radiodiffusion mène des actions en vue de donner à la jeunesse africaine un meilleur accès aux grands événements, surtout sportifs, grâce à l'audiovisuel. Une journée de réflexion stratégique des directeurs généraux, membres de cette union, s'est tenue ce samedi à Abidjan. Pour le président du conseil d'administration de la RTI, Brou Aka Pascal, il est temps que les dirigeants se penchent sur les droits de retransmission des événements pour que l'Afrique devienne maître de ces événements. Comme convenu, l'Abissa 2018 a eu lieu ce samedi, mais contrairement aux autres éditions où le côté festif est mis en exergue, cette année, c'est le côté traditionnel qui a été mis en avant. Selon le comité d'organisation, cela a été rendu possible grâce à la cérémonie de purification. Et l'objectif est de permettre la tenue de l'édition prochaine de l'Abissa. Nous reviendrons plus en détail sur cette Abissa dans nos prochaines éditions. Direction la Bibliothèque nationale du Plateau pour la deuxième journée d'Akwaba Culture, événement littéraire annuel qui voit la consécration des meilleurs auteurs à travers le prix Ivoire. Cette journée a été marquée par une grande dictée. Pierre Dipomélin et Franck Wadio. De derrière la case, virgule, on a entendu les cantines du défunt claquer, virgule. Un texte de moins de 300 mots, extrait du Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. En face, des élèves peu ordinaires venus se prêter à l'exercice. Ce sont des hommes de lettres et des hommes des médias, des étudiants et même des enseignants. Une innovation dénommée la Grande Dictée à cette deuxième journée des activités d'Akwaba Culture. Quand nous écrivons, faisons plus attention à l'orthographe et c'est comme si c'était normal. Et on s'est dit pourquoi pas organiser une grande dictée des amis du livre. Des feuilles de copie anonymées, corrigées sur place. Moi je suis serein. C'est un exercice qui nous rappelle de vieux souvenirs. J'ai regardé le corrigé, j'ai fait 2 fautes. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. Pour l'attente des résultats, bon, on a vu le corrigé. On sait plus ou moins le nombre de fautes qu'on a faites. J'ai voulu participer pour voir si j'avais encore le niveau. Je crois avec le corrigé que j'ai vu que j'ai dû faire 2 fautes. J'ai trouvé ça formidable. Ça m'a replongé un petit peu dans mes années d'enseignant. Quelques minutes d'attente et Marshall Kissi, écrivain et doctorant en lettres, est déclaré vainqueur.
de cette grande dictée. Sa moyenne, 19 sur 20. Je suis très content d'avoir été distingué à ce concours de dictée. C'est une activité qui va, je pense, stimuler davantage les jeunes pour s'intéresser un peu plus à la question de l'écriture. Aquaba Culture œuvre pour la promotion du livre et des écrivains à travers le prix Ivoire. L'événement est à sa 11e édition. Et c'est ce soir que sont connus les lauréats du prix Ivoire 2018. Emmanuel Dongala est l'invité spécial de cette 11e édition. Il est avec nous sur ce plateau. Il n'est plus à présenter dans le monde de la littérature en général et africaine en particulier. Emmanuel Dongala est un écrivain congolais. Son engagement se fait ressentir à travers ses différentes œuvres. Il a écrit des romans, des théâtres et recueils de nouvelles, au nombre desquels Jazz et Vin de Palme, recueil de 8 nouvelles dont nous parlons ce soir. C'est un voyage au cœur des différentes facettes de la politique de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Rebonsoir Emmanuel Dongala. Bonsoir encore. Bienvenue à Côte d'Ivoire, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Aquaba, je dis. Aquaba, effectivement. Le prix Ivoire piloté par l'association Aquaba récompense les auteurs émergents d'Afrique et des diasporas africaines. Question donc de les accompagner sur les scènes littéraires internationales. Et vous en êtes l'invité spécial cette année. En tant qu'écrivain chevronné, quelle est votre perception de ce prix? C'est un prix vraiment qui devient de plus en plus important, de plus en plus connu, surtout qu'ils sont en jumelage avec un autre prix aussi important qui porte le nom d'un écrivain ivoirien, le prix Amadou Kourouma, dont j'ai été lauréat aussi d'ailleurs. Et donc voilà, le prix Ivoire commence à prendre de l'importance. Quel est le regard que vous portez sur les jeunes générations d'écrivains africains? Eh bien, en ce moment, vous ne pouvez pas savoir comment ces jeunes renouvellent la littérature africaine. Il y a non seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout, au Sénégal, au Congo, et il y a vraiment un renouvellement de cette littérature. Nous allons revenir sur une littérature plus ancienne, Jazz et Vin de Palme. Oui. Nous allons suivre un sujet de Franck Kouadio qui parle de cette œuvre et puis on se retrouve tout de suite après. D'accord. Une lente mélodie pour bien poser sur les lignes des écrits loin d'être des mélodrames. Emmanuel Dongala est un chantre des réalités sociopolitiques connu dans l'espace littéraire comme un trublion. Johnny Chien Méchant, rappelons-nous, en 2002. Un fusil dans la main, un poème dans la poche, en remontant un peu plus loin, en 1973, et un peu plus loin encore, la fin des origines. Mais son œuvre marquante reste Jazz et Vin de Palme, un recueil de plusieurs nouvelles. Une œuvre multicolore et multicouleur, mais avec, en toile de fond, un seul axe, la description de l'homme, l'animal politique, et aussi celui pris dans ses propres tourments. Les 5 premières nouvelles dénoncent la corruption, la répression, la trahison, bref, la duplicité du discours politique. Elle explore aussi la noirceur des mœurs humaines. La symbolique des traditions et les croyances africaines ne sont pas laissées en marge. Emmanuel Bounzeki Dongala transmet à travers sa fiction sa perception du politique en Afrique. En deuxième tableau, l'évocation d'un New York idéaliste apparaît comme la mise en scène de l'expression d'un choc de culture. C'est à la réalité l'écriture d'une rencontre particulière, mais au final, un prétexte pour l'auteur de parler à l'âme du lecteur. Emmanuel Dongala est né en 1941. Il est congolais et professeur de chimie. Son dernier roman, Les petits garçons naissent aussi dans les étoiles, est paru en 1998. Alors le pouvoir et ses intrigues, la corruption, les mauvais côtés de la politique, vous en parlez dans Jazz et Vin de Palme. Cela emmène à vous définir comme un écrivain engagé. Mais est-ce que vous vous définissez vous-même ainsi? Oui, tout d'abord, je dois vous dire que pour moi, c'est un plaisir particulier d'être en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce qu'il y a des générations d'élèves, de lycéens qui ont lu mon livre. Absolument, et sur ça les fait bancs. tellement plaisir quand je dis « Ah, je suis Emmanuel Dongala. Ah, l'auteur de Jazz et Vin de Palme !» Ça donne chaud au cœur. Voilà. Oui, nous avons aussi étudié cette œuvre à l'école, voilà. effectivement. Bon, en ce qui concerne l'engagement,
Écoutez, oui, à une époque, on disait que tout écrivain africain devait être engagé parce qu'à une époque, on croyait que nous, les écrivains, on avait la sagesse et on pouvait parler pour le peuple. Mais je suis plus modeste maintenant. Maintenant, oui, j'ai des engagements, des causes que je défends et voilà, et j'écris sur ça dans mes romans. Voilà. Oui. Est-ce que vous jugez que l'écrivain n'est pas celui qui peut parler à la place du peuple? Pas parler à la place du peuple, mais peut-être relayer, oui, parce que c'est trop prétentieux de dire qu'on parle à la place du peuple, mais peut-être relayer une parole que le peuple dit, mais qui n'est pas audible, et nous, on peut reprendre ça pour le faire mieux connaître. Voilà. Pour mieux transmettre. Voilà. Jazz et vin de palme, recueil de 8 nouvelles. Le titre est celui de la 6e nouvelle. Est-ce que c'est celle que vous préférez le plus dans ce recueil? Laquelle? Jazz et vin de palme. Ah oui, oui. Puisque son titre, voilà. Oui, je l'aime bien parce que c'est l'une des premières nouvelles de science-fiction, si vous voulez, hein, des extraterrestres qui arrivent en Afrique, etc. Oui, j'aime beaucoup cette nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous la relater en quelques mots? Ah oui, c'est tout simplement, il y a des extraterrestres qui arrivent, et puis la Terre, les habitants de la Terre, les politiciens, tout le monde est paniqué, on ne sait pas comment faire pour faire partir ces extraterrestres, et il n'y a que deux choses qui peuvent les faire disparaître, la musique de jazz et le bon vin de palme. La musique de jazz qu'on retrouve aux États-Unis, le bon vin de palme qu'on retrouve en Afrique. Alors voilà. Vous jumelez un peu. Exactement. À travers 3 histoires dans cette œuvre, vous parlez du communisme, vous parlez d'un pays où le féticheur n'est jamais très loin, où les jeteurs de sorts sont légion. Oui. Vous imaginez vos récits, mais pour toujours les ramener à la politique en Afrique. Est-ce que quand on parle de politique en Afrique, le tableau est toujours sombre? Oui, à une époque surtout. Hein. Bon, maintenant, il y a des pays qui se démocratisent de plus en plus. Mais vous savez, il y a une vingtaine d'années, tous les pays africains avaient un parti unique. Hein. Et chez nous, au Congo, c'était un parti unique, marxiste-léniniste. Et voilà, c'est de ça que je me moque un peu tout ça. D'ailleurs, le livre a été interdit au Congo pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Oui. Nous allons parler d'une nouvelle en particulier, La vie d'Augustine Amaya. Oui. Et je prends le livre, je pars à la page 38. Je vais vous lire un passage. Mais ces femmes ne trouvaient rien d'anormal à ces bastonnades, à ces injures et outrages que les douaniers leur faisaient subir, car depuis leur naissance, toutes les autorités coloniales ou post-coloniales les avaient toujours traitées avec le même mépris. Quel commentaire vous pouvez faire de ce passage et est-ce qu'il serait toujours d'actualité si ce livre s'écrivait aujourd'hui? Oui, parce que c'est la condition des femmes. C'est une pauvre femme sans défense qui fait du petit commerce pour faire vivre sa famille et ses enfants. Et voilà, elle est méprisée. Et c'est pour ça que, pour moi, le combat des femmes est très important. Et puis, j'ai écrit tout un livre sur le combat des femmes qui s'appelle « Photos de groupe au bord du fleuve ». Alors, effectivement, on voit que le combat des femmes est très important. Amaya, elle a une vie très difficile. Hein. Oui. Quand on lit cette recueil, il n'y en a que des malheurs sur des malheurs. Oui. Mais à la fin, vous terminez par une interrogation. Demain, serait-il un autre jour? Voilà. Alors, je vous demande, est-ce que demain est un autre jour? Ce demain pourrait être aujourd'hui pour les femmes? Oui, je suis tout à fait persuadé parce que cette femme, cette jeune fille est courageuse. Elle continue le combat et je suis sûr que demain sera un autre jour. Comme toutes les femmes africaines. Quelles sont les perspectives de l'écrivain aujourd'hui? Votre dernière œuvre remonte à 1998, c'est bien cela? Non, en fait, il y a une qui est parue il y a 2 ans, mais bon, je continue à écrire. Hein, l'actualité est tellement... Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à raconter que je pense qu'un écrivain ne s'arrête jamais, quoi. Ne prend pas sa retraite. Qu'est-ce qui vous inspire principalement aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est les combats modernes, quoi. Bon, vous avez parlé, j'ai parlé de la corruption, de la politique, de la pauvreté, etc. Maintenant, les combats majeurs en ce moment, c'est encore je répète, c'est le combat des femmes. Et deuxièmement, ce qui se passe autour de notre planète maintenant, hein, le réchauffement climatique, la pollution, voilà, c'est sur ça que je vais travailler maintenant. Merci beaucoup Emmanuel Dongala. Nous avons été parmi ceux qui ont effectivement lu votre œuvre sur les bancs de l'école. Ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Oui. Merci d'être venu. Merci, je suis très honoré d'être là. Merci. Tout l'honneur est pour nous. Merci à tous de nous avoir suivis et passez un très bon week-end sur les antennes de la RTI.